Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour à tous. Donc, bienvenue à la deuxième édition de PPP for All, organisée par le cabinet conseil Zaman Impact. Je vais juste vérifier que vous m'entendez parfaitement. Donc, Lamine, c'est bon, on m'entend? Oui, on te reçoit parfaitement de mon côté. C'est bon. Donc moi, je suis Khadi Evelyne Denise Ndiaye. Donc je suis la directrice du secteur privé à la commission de l'UEMOA, donc Union économique et monétaire ouest-africaine. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc les organisateurs de Zaman Impact m'ont fait l'insigne honneur de me désigner comme votre modératrice pour ce webinaire et donc cette deuxième édition de PPP for All. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de la tâche qui m'est confiée. Aujourd'hui, donc, ce panel va être consacré à un thème crucial pour le développement de nos économies africaines, les partenariats publics-privés. Donc, nous allons nous interroger sur leur véritable rôle. Est-ce que c'est un levier pour accélérer le développement ou bien pose-t-il un risque pour la souveraineté de nos États? C'est une question vraiment de la plus haute importance, notamment au niveau de notre sous-région UEMOA. Et en tant que directrice du secteur privé au sein de la commission de l'UEMOA et expert certifié en PPP, je suis particulièrement sensible à l'équilibre que ces partenariats doivent respecter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai conduit au niveau de la commission et avec la mine d'ailleurs, le processus d'élaboration d'une stratégie d'encadrement des PPP dans l'UEMOA, ainsi qu'une réglementation communautaire en la matière. Comme vous devez le savoir, les PPP sont depuis plusieurs années au cœur de stratégies de développement dans notre continent. Ils offrent une solution aux États africains pour financer les infrastructures dont nous avons besoin, tout en bénéficiant du savoir-faire très important donc du secteur privé. La raison pour laquelle les PPP sont devenus si cruciaux en Afrique, elle est double. D'un côté, on a d'immenses besoins en infrastructures dans divers secteurs, énergie, eau, système de santé, etc. Et de l'autre côté, vous avez les budgets publics de nos États africains qui sont souvent insuffisants pour couvrir ces besoins de manière autonome. Et cette équation est donc au cœur de l'essor des PPP. C'est une solution pour pouvoir mobiliser des ressources privées là où les financements publics sont donc limités. En tant que continent en pleine croissance, notre continent, donc à l'Afrique, a un défi infrastructurel estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et les États sont soumis donc à des pressions fiscales et doivent absolument arbitrer entre de multiples priorités. Or, sans infrastructure adéquate, le développement économique et social reste fermé. Donc, dans ce contexte, les PPP apparaissent comme un outil indispensable pour combler ce fossé. Ils permettent au gouvernement de lancer des projets d'envergure. Cependant, la question reste, jusqu'à quel point est-ce que les PPP peuvent répondre à ces besoins sans compromettre la capacité des États à gérer donc souverainement leurs infrastructures? Un autre point important à souligner, c'est l'importance croissante des PPP pour attirer les investissements privés en Afrique. La compétition mondiale pour les capitaux est féroce. De nombreux pays africains doivent rivaliser avec des économies émergentes. En créant donc des cadres législatifs favorables aux PPP, nos gouvernements africains cherchent à rendre leur marché plus attractif pour les investisseurs étrangers et les grandes multinationales. Toutefois, cette ouverture au secteur privé soulève des questions sur la capacité des États à négocier des contrats équilibrés. Ces partenariats doivent être structurés de manière à garantir que les profits générés par ces projets-là ne soient pas entièrement captés par des acteurs étrangers au détriment de nos populations locales. Enfin, je souhaite aborder un sujet sensible mais fondamental, les ambitions de souveraineté de nos États africains, de nos pays. De nombreux États ont inscrit dans leur stratégie de développement des objectifs visant à renforcer leur autonomie économique et politique. Pourtant, l'entrée dans des PPP de grande ampleur avec des entités privées peut parfois être perçue comme une atteinte à cette souveraineté-là. La question centrale est donc comment les États africains peuvent-ils tirer profit des PPP tout en maintenant le contrôle sur leurs ressources stratégiques et leurs infrastructures essentielles.
Nous allons explorer aujourd'hui ces différentes dimensions sous plusieurs angles, avec plusieurs perspectives, à travers des échanges riches avec nos quatre experts. Donc, je vous propose de démarrer sans plus tarder ce panel qui va porter sur le thème PPP en Afrique, Mhm. levier de développement ou frein pour la souveraineté. Nous allons en tout cas espérer que cette discussion va être informative, inspirante. Et donc, nous allons accueillir les quatre experts dont les connaissances et les idées permettront d'enrichir la conversation d'aujourd'hui. Pour nous édifier sur le sujet, on a, pour la perspective du public, Monsieur Mamoudou Alassane Camara. Monsieur Camara a fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Thiès, option ingénieur de conception en génie civil. Il est titulaire de certificats dans le domaine de la planification, de l'exécution de projets de programmes, des PPP, de la gestion, de l'entretien des infrastructures routières et de la passation des marchés. Il a fait plus d'une décennie en entreprise de travaux dans le secteur privé où il a occupé des fonctions de directeur de travaux. Il a rejoint Ageroute Sénégal en 2011, où il a été chef de projet, où il a été directeur de la gestion et de l'entretien du réseau. Et en janvier 2013, il a été nommé donc par Monsieur le Président de la République du Sénégal, directeur des routes du Sénégal, pour donc devenir actuellement directeur général des infrastructures routières et du désenclavement. Il représente le Sénégal au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA, notamment pour les questions relatives aux infrastructures routières. Ensuite, pour la perspective institution internationale PTF, nous allons accueillir Esther Lodounion. Esther Lodounion est spécialiste principale des services de conseil en transactions PPP au sein du département infrastructure et développement urbain de la Banque africaine de développement, la BAD, en Côte d'Ivoire. Elle y supervise la mise en œuvre du nouveau cadre stratégique PPP de la BAD dans ses pays membres francophones. Auparavant, elle a occupé le poste de secrétaire générale au sein de la cellule ivoirienne des PPP, le CNPPP, qu'elle a rejoint dès sa création en 2014 et au sein duquel elle a activement participé à la mise en œuvre d'un grand nombre de projets PPP, notamment dans les secteurs tels que le transport ou dans des domaines plus innovants tels que la gestion écologique des déchets. Avant de rejoindre l'unité PPP de Côte d'Ivoire, Esther a occupé divers postes dans le domaine de la finance, du conseil, comme analyste financier chez HSBC Investment Bank à Londres, chez General Electric Capital à Paris. Elle a été senior manager au sein donc d'Ernest Young à Abidjan et elle est titulaire donc d'un diplôme de la grande école donc HEC sur Paris. Pour la perspective du secteur privé, nous aurons le privilège donc d'avoir Ephraim Mesli, diplômé en sciences politiques et relations internationales, qui après une carrière de journalisme à Jérusalem a rejoint le groupe Mitreli en 2011 jusqu'en juin 2024 en tant que directeur pays Sénégal. Il a dirigé le projet du cadastre national au Congo entre 2011 et 2016, créant ainsi 350 emplois et gérant une base de données foncières de plus d'un demi-million de parcelles dans les 5 plus grandes villes de la République du Congo. Entre 2016 et 2018, il a appuyé la création de Mitrili Côte d'Ivoire et a donc supervisé un projet de construction et de rénovation de 200 postes de santé. En 2018, il a créé Mitreli Sénégal, il s'est installé à Dakar, a permis la structuration et le lancement de projets de construction et équipement de 23 centres de formation professionnelle. Et depuis juillet 2024, Ephraim donc, est consultant indépendant pour le secteur privé. Enfin, last but not least, la perspective du cabinet conseil organisateur Zaman Impact avec Monsieur Lamine Lo, mon cher ami, qui, après avoir joué un rôle central dans la formulation de politiques, notamment après avoir conduit la réforme des PPP au Sénégal, mais également après avoir nous appuyé l'élaboration de la directive et de la stratégie PPP de l'UEMOA pour attirer davantage d'investissements privés sur des projets publics, a créé donc Zaman Capital, un pionnier, un cabinet pionnier donc dans l'impact des PPP en Afrique. Lamine a occupé de hautes responsabilités au Sénégal de 2019 à 2023, notamment en qualité de coordonnateur de la première unité d'experts PPP et en qualité de directeur des financements et PPP, avec des résultats probants qui lui ont valu la distinction de chevalier dans l'Ordre national du Lion en 2024. Félicitations Lamine. Il a également représenté l'État en tant que membre du conseil d'administration de plusieurs actifs stratégiques, dont le FONSIS,
Enedis, AGEROUTE, Somisen pour les mines et RGS pour le réseau de gaz. Il capitalise 15 ans d'expérience dans la banque d'investissement et de développement chez BNP Paribas. Il a travaillé pour la SFI du groupe de la Banque mondiale, mais également pour la Caisse d'épargne. Donc, la mine a des références comprenant un portefeuille de plusieurs projets à environ 25 milliards de US dollars. Il est diplômé ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées. Il est également titulaire d'un diplôme en finance et assurance, un DEA, une maîtrise de mathématiques appliquées et a un certificat sur les PPP et le Project Finance de Harvard Kennedy School Executive Education. Je vais en profiter pour finir avec cette présentation des panélistes en présentant par quelques mots la structure organisatrice et qui nous permet aujourd'hui de nous réunir, qui est le cabinet Zaman Impact créé par la mine et qui vise à contribuer dans le développement de capacités sur les PPP pour la bonne mise en œuvre des projets d'infrastructure, qui propose une gamme de produits de formation sur les PPP avec des objectifs adaptés aux différents besoins des acteurs. Vous avez un produit qui est ce webinaire que nous tenons aujourd'hui, donc PPP for All. Vous avez également PPP for Experts, PPP for Decision Makers et PPP Deep Dive Sector. Je vous rassure, les formations de Zaman Impact peuvent se faire en français comme en anglais. Je parle sous le contrôle de l'AMIN, bien sûr. Madame, messieurs les panélistes, on va avoir environ 1h15 donc pour traiter d'un sujet qui est passionnant. Pour permettre que le webinaire soit interactif, je vais vous accorder un temps de parole de 5 minutes par intervenant. Je pense que c'est un bon compromis et on va sans plus tarder démarrer donc avec la perspective publique, donc avec Monsieur le directeur général, donc Mamoudou. Euh, Mamoudou, vous êtes prêt? Oui, là, je vous entends. C'est bien maintenant. Super. Alors, Mamadou, en tant que représentant du secteur public, vous jouez un rôle clé dans la mise en œuvre donc, des projets PPP. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces partenariats? Quels sont les obstacles spécifiques que les gouvernements africains doivent surmonter pour garantir le succès de ces projets, tant au niveau de la négociation des contrats qu'au niveau donc de l'exécution? Merci beaucoup, Khadi, pour cette question. Avant quand même d'aller en profondeur dans la réponse, je voudrais d'abord remercier Lamine pour m'avoir associé à ses activités dans le cadre de son organisation, Zaman Capital. Je voudrais vraiment le remercier. Lamine, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai partagé, qui est effectivement un homme d'une très grande valeur, qui a beaucoup contribué au développement du Sénégal et du continent. J'ai eu du regret à le voir partir l'année dernière, mais c'est toujours bénéfique pour nos pays de pouvoir partager et de profiter de sa riche expérience dans le domaine du management global des projets, mais surtout dans le domaine des PPP. Nous avons été ensemble au conseil d'administration de SECA, la société d'exploitation de la concession des autoroutes de l'avenir. Il y a joué un rôle extrêmement important en tant qu'agent de l'État, du ministère de l'économie et moi du ministère des infrastructures. Revenant à la question, je voudrais aussi saluer les autres panélistes, Ephraim et Esther. Esther, merci de transmettre mes salutations à Mike. Je reviens sur la question. Effectivement, telle que formulée, elle pose effectivement tous les problèmes auxquels nous devons pouvoir apporter une contribution. Les défis pour nos pays sont importants. Vous l'avez dit dans votre propos introductif. Nous sommes dans un contexte de rareté de financement constitutionnel, dans un contexte de pays, je ne dirais pas surendetté, mais avec des espaces budgétaires extrêmement limités, mais aussi dans un contexte où les populations sont de plus en plus exigeantes et expriment des besoins légitimes de voir leurs conditions de vie changer, surtout dans le domaine
des infrastructures de façon générale, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Les besoins en mobilité sont extrêmement élevés. Et nous, dans notre quotidien, nous travaillons à trouver des solutions pour pouvoir continuer à développer des projets afin d'asseoir justement ce développement qui est souhaité par nos populations de façon générale. Vous l'avez aussi dit, au-delà du Sénégal, les besoins en Afrique sont extrêmement élevés. Au niveau de la région, pareil. Si on regarde le programme prioritaire PAP2 du PIDA, qui a été en tout cas formulé, pour lequel nous avons contribué au choix des projets prioritaires, nous sommes à 170 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Vous voyez que c'est une manne financière extrêmement importante qui ne saurait seulement être mobilisée par les budgets des États. Et c'est pareil pour notre espace CEDEAO. Les besoins restent encore élevés pour financer le plan directeur qui est déjà micro. Revenant sur le cas du Sénégal. D'accord. Mamadou, excusez-moi, mais on ne vous voit pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous couper, mais oui. si vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Super, Revenant sur merci le cas beaucoup, du Sénégal, si je regarde les 2 derniers quinquennats qui nous restent, pour lesquels nous devons mettre en œuvre le schéma directeur Horizon 2035, donc les 10 prochaines années, nous avons un besoin, rien que dans les infrastructures routières, qui est évalué à près de 12 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Ça reste des montants extrêmement élevés pour lesquels le Sénégal ne peut pas se permettre, en tout cas dans le cadre de son budget propre, de pouvoir en tout cas financer tout cela. Et je parle seulement des infrastructures routières. Il y a des besoins dans le domaine du ferroviaire, des besoins extrêmement élevés dans le domaine aérien, parce que nous travaillons à développer des aéroports régionaux. Donc, dans ce contexte, le privé, effectivement, a un rôle important à jouer. Et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ce sont surtout ces défis de la préparation des projets. Et ça, lors du dernier sommet pour le financement des infrastructures en Afrique qui s'est tenu à Dakar, nous avons insisté sur la mise en place des fonds pour permettre, même s'ils existent, mais que ces fonds soient beaucoup plus diligents pour accompagner les États à la préparation et à la bonne préparation des projets. Parce que si les projets sont mal préparés, mal structurés, on aura du mal à intéresser le privé pour, en tout cas, y mettre ses billes. L'autre défi auquel nous sommes confrontés dans nos pays, c'est les défis politiques, les défis de la stabilité, surtout de la stabilité de notre région. Je pense qu'aucun privé ne viendra dans une zone où il y a des risques, surtout des risques politiques, pour mettre ses ressources, parce que tout simplement, il n'y a pas une garantie de pouvoir, en tout cas, asseoir un financement dans ce genre d'environnement. Les autres défis auxquels nous sommes confrontés et qui est plus global, c'est ces défis qui sont liés au changement climatique, qui impactent forcément les projets et donc les coûts des projets. Nous avons donc en face de nous ces problèmes qui sont là. Je pourrais peut-être rajouter plutôt que ce soit un défi, peut-être un obstacle. J'y reviendrai, c'est le cas des taux d'intérêt qui sont élevés pour en tout cas le financement des projets. Dans ce contexte, nos pays ont tout intérêt à bien préparer les projets, à bien les structurer et à s'entourer surtout d'une bonne expertise, que ce soit au niveau juridique, au niveau financier, au niveau technique, afin de pouvoir, en tout cas quand on sera devant un partenaire privé, de pouvoir bien négocier et afin d'éviter les cas que nous avons rencontrés ici au Sénégal, pour lesquels nous cherchons toujours à apporter des améliorations, à corriger. Je veux citer le cas de l'autoroute de l'avenir, pour lequel on s'est rendu compte après plusieurs années que le trafic qui a servi à évaluer, en tout cas, le projet, surtout, c'est ce trafic qui permet
de garantir les recettes, ce trafic, il a été sous-évalué. À l'époque, nous avons, avec la mine, nous avons tous participé à la renégociation de ce contrat de façon à équilibrer les choses entre l'État et la partie privée. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut peut-être éviter. Et donc, nos défis dans ce type de projet PPP, c'est en tout cas dans ces projets. Les risques politiques, j'en ai parlé, les risques financiers, parce que tout simplement, dans nos pays, s'il n'y a pas cette stabilité, les partenaires, en tout cas, qui viendraient, feront en sorte que les taux ne soient pas les plus faibles, parce que tout simplement, ils essaieraient de prendre en compte ces aspects-là. Et les risques environnementaux, parce que tout simplement, dans la conception des projets, il faut revoir toutes ces hypothèses qui permettent justement de quantifier et de chiffrer ces projets-là, parce que tout simplement, ce n'est plus les mêmes hypothèses que nous avions il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons vu que les pluies à plus de 100 mm deviennent de plus en plus récurrentes, et ça impacte forcément la conception de l'ensemble des projets, en tout cas d'infrastructures, pour les permettre de s'adapter justement aux nouveaux défis liés au changement climatique. Pour les obstacles, il y a un obstacle majeur, je l'ai dit tout à l'heure, qui est lié aux taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés dans nos pays. Et ça freine globalement notre développement. Le fait de considérer que nos pays, au-delà du fait qu'il y a des conflits, et ça, même dans une période la plus stable, aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai, nous avons connu quelques remous politiques, mais c'est des remous qui sont plutôt conjoncturels. Ça arrive à chaque fois que nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle ou d'une élection majeure, je dirais, qui est justement ce bouillonnement, mais ça n'a rien à voir avec la stabilité caractéristique du Sénégal. Mais malgré tout, les partenaires ont tendance à l'utiliser comme élément pour relever davantage les taux d'intérêt, et cela freine justement la rentabilité, ça impacte du moins la rentabilité financière de nos projets. Et je pense que ces points, en tout cas, que je viens d'énumérer, si on arrive à les maîtriser, il y a peut-être de risques de pouvoir contracter avec le privé. C'est vrai, la question de souveraineté, elle revient, et ça, elle ne doit pas être une actualité, elle doit être une réalité pour toujours. Nos pays doivent se battre pour, en tout cas, développer des projets non seulement avec les ressources propres, mais aussi avec le privé, surtout le privé africain, le privé sénégalais, le privé de la sous-région, pour permettre à nos pays de pouvoir non seulement réaliser les infrastructures, réaliser les projets, mais aussi faire en sorte que ces secteurs privés puissent gagner en expérience, parce que tout simplement, c'est cela qui permettra à nos pays d'avoir une plus grande souveraineté. Voilà quelques éléments, en tout cas, que je mets dans la corbeille pour le moment. Je suis à disposition pour s'il y a, en tout cas, s'il y a des questions ou des relances pour que je puisse revenir. Je vous remercie. D'accord, très bien, très bien. Merci beaucoup, DG. On note hein, effectivement par les chiffres que vous nous donnez un besoin en financement très important et les difficultés à mobiliser ce financement-là. Je retiens trois grands défis que vous avez évoqués, notamment le premier qui est la préparation des projets. Donc on dit que le PVP, c'est préparation, préparation, préparation. Vous l'avez bien souligné. La stabilité politique, très important effectivement, notamment dans la situation actuelle au niveau donc, de nos différents pays. Et puis le changement climatique, donc trois grands défis que vous avez énumérés. Par rapport aux obstacles, on a bien souligné l'importance du coût d'intérêt, mais on a également souligné les difficultés et la nécessité d'avoir une bonne capacité de négociation. Toutes ces contraintes
institutionnels et nous amène naturellement à examiner le rôle crucial peuvent jouer les bailleurs de fonds, les PTF, dans le financement et le soutien de ces projets. Donc avec tous ces besoins que vous avez évoqués en termes de chiffres, on voit que c'est vraiment essentiel pour pouvoir compenser les lacunes de financement public et on va donc donner la parole à Esther qui représente ici la perspective PTF, donc des bailleurs de fonds. Euh, Esther, vous êtes avec nous? Je vais vous demander également d'allumer vos caméras, s'il vous plaît, pour permettre aux organisateurs de prendre une photo de famille pendant qu'on poursuit. Esther, c'est bon? Vous êtes là? Oui, bon. Oui, Kadi, je suis là. Alors, je ne sais pas si vous Bonjour me Esther. voyez. Bonjour, Kadi. Oui, je vous vois. Super, D'accord. c'est Très bien. parfait. Je Parfait. suis contente qu'il y ait une femme dans le panel avec moi. Alors Bon, ça ne fait Esther, pas la dites-moi. dernière minute, mais bon, c'est Vraiment, très mais bien, on est effectivement. vraiment ravis de vous accueillir, Esther, et transmettez toutes nos salutations à Mike. Je ne manquerai Alors, pas. donc, du point de vue d'un bailleur de fonds, quelles sont, Esther, les priorités et les critères essentiels pour soutenir les projets PPP en Afrique? Et quelles garanties est-ce que, en tant que bailleur, vous recherchez pour assurer que ces partenariats soient à la fois viables et profitables, notamment pour les populations locales? Ok, merci, Kadi. Bon, peut-être avant de répondre à la question, je vais commencer par remercier l'entité organisatrice de ce webinaire de nous avoir associés à cette discussion qui est tout à fait intéressante et enrichissante. Donc, merci, Lamine. Merci également à toi, Kadi, pour la belle introduction et puis pour la modération toujours excellente du webinaire. Alors, peut-être avant de répondre à la question, très rapidement, je vais peut-être revenir sur la stratégie de la banque africaine de développement en matière de PPP. Donc, historiquement, la banque a toujours été très présente sur le marché des PPP en assistance au gouvernement dans la mise en œuvre de leurs projets. Et en 2022, je pense qu'il y a eu un pas de plus qui a été accompli puisque la banque a officiellement lancé un nouveau cadre stratégique avec pour objectif de devenir... Merci, Kadi. Alors, juste rapidement, sur cette nouvelle stratégie de la BAD pour les PPP en Afrique, donc pour doper vraiment le marché PPP en Afrique, on va parler de trois piliers. Donc, le premier, qui va être le premier pilier, ça va être un pilier qui sera axé sur le renforcement des cadres institutionnels et des capacités PPP, donc tout ce qui est formation notamment, tout ce qui est amélioration des cadres institutionnels. Le deuxième pilier, qui est tout à fait nouveau, qui va être celui de la préparation et du conseil en transaction, que la banque va désormais proposer au gouvernement. Et le troisième pilier, qui était le pilier traditionnel, qui est le financement des projets PPP à travers différents instruments, obligations souveraines, non souveraines, outils de mitigation de risques, de dérisking, etc. Donc voilà, grosso modo, je dirais, le nouvel axe stratégique de la BAD en faveur des PPP. Alors, pour revenir à ta question, Kadi, quels sont les critères, en fait, de la BAD lorsqu'il s'agit, je dirais, de s'impliquer dans un projet PPP? Et là, effectivement, on est vraiment dans la phase d'identification, donc la toute première phase du projet. Lorsqu'un gouvernement nous approche pour nous demander une assistance sur un projet qu'il pense devoir faire en PPP. Donc, il y a un certain nombre je dirais, de questions que nous nous posons dans ce genre de situation. On va parler de screening qui concerne différents aspects. Donc, le premier aspect, pour moi, qui est le plus, enfin, je dirais l'aspect primordial, c'est la base juridique, en fait. Est-ce qu'il existe des restrictions explicites sur les investissements privés dans le secteur dans ce pays? Est-ce qu'il existe une politique, un cadre, une réglementation pour les PPP dans ce secteur? Première question. Seconde question, quel est le niveau d'engagement du pays pour ce projet? Est-ce que le projet est prioritaire dans le cadre de la réserve des projets nationaux, par exemple? Est-ce qu'il y a un champion politique de haut niveau pour ce projet dans le pays? Est-ce que le gouvernement ou l'agence en fait qui a agi en tant que promoteur du projet au niveau gouvernemental est disposé à fournir un soutien, que ce soit financier ou non financier, à ce projet? Ça, c'est le deuxième volet du screening. Troisième volet, quel est le niveau de maturité de ce projet?
Est-ce que la portée du projet et les résultats qui sont attendus sont clairement définis? Est-ce que le projet nécessite, par exemple, à des contraintes telles que l'acquisition importante de terrain par le gouvernement? Là, on est par exemple dans le cas de projets sociaux, de logements sociaux. Hein, c'est un cas de figure qui se présente assez régulièrement à nous. Est-ce que le projet aura des impacts sociaux et environnementaux négatifs importants? Ça, pour eux, du point de vue des bailleurs, en tout cas des institutions financières, c'est une question clé qui se pose de façon systématique. Est-ce que le projet, toujours dans le même ordre d'idée, est accepté par les communautés affectées et par les parties prenantes? Voilà, donc ça, c'est ce que je dirais le screening relatif à la maturité du projet. Ensuite, on va regarder les aspects financiers, à proprement parler. Est-ce que, au niveau du gouvernement, on a identifié des sources de revenus réalistes pour le projet? Parce qu'un projet PPP, il peut certes être financé par le gouvernement, euh, mais quand même, l'idéal, c'est de pouvoir solliciter également des paiements des usages. Alors, est-ce que le projet est capable de générer des sources de revenus importantes qui vont permettre de soutenir les flux futurs? Le PPP, c'est du financement de projet et bien sûr, ce sont les flux générés par le projet même qui vont permettre d'assurer sa rentabilité vis-à-vis de l'opérateur privé. Donc, l'aspect financier va tourner autour de ça, donc dans le cas d'une analyse financière. Enfin, on va regarder l'adéquation du schéma PPP, parce qu'il faut dire qu'au stade de l'identification, même si le gouvernement pense à faire ce projet comme un PPP, on n'est pas forcément contraint d'aller dans cette voie. Il peut y avoir des projets qu'il est préférable de faire sous d'autres formes, donc des formes plus traditionnelles. Donc, on va se poser des questions telles que, est-ce qu'il existe des précédents réussis de projets similaires dans la région, dans le pays, dans le secteur? Est-ce que les résultats attendus du projet par rapport au secteur sont facilement définissables, mesurables, vérifiables? Donc, voilà, est-ce que vraiment ce projet se prête au schéma PPP? Et c'est une fois qu'on aura répondu à ces questions, on pourra, je dirais, faire passer le projet au stade suivant d'intégration dans le pipeline de la banque. Voilà un peu pour, je pense que pour ce qui est des critères de la banque. Après, il faut savoir que tout projet, que ce soit un projet PPP ou pas, au niveau de la banque, est analysé au travers des priorités stratégiques de la banque. Donc, ce qu'on appelle les I5, je ne vais pas peut-être pas revenir là-dessus. Et donc, et aussi à travers de thèmes, je dirais, prioritaires pour la banque. Donc, tels que les femmes, la jeunesse, les pays en zone un peu de souffrance, de choc, qu'on essaie de faire sortir des situations troubles. Il y a également le changement climatique. Voilà, ce sont je dirais, des thèmes transversaux prioritaires qui reviennent pour tout projet que la banque analyse. Voilà, merci. Merci. J'entrevois déjà une future collaboration intéressante entre la commission de l'UEMOA et la BAD, notamment sur la Oui, mise en œuvre de notre stratégie d'encadrement des PPP. Donc ça, on le fera off-record. bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que globalement, Esther, tu as vraiment souligné tous les points essentiels et je pense qu'on a relevé au niveau du screening de la BAD, l'importance de la réglementation, le niveau d'engagement pour le pays, le niveau de maturité du projet, les aspects financiers. Ce sont des éléments vraiment très importants qui montrent il y a une nécessité donc de structurer des projets de qualité pour pouvoir attirer les financements. Et ça va soulever une autre question clé. Comment est-ce que les investisseurs privés donc perçoivent les opportunités et les risques liés au PPP en Afrique? Et donc pour cela, on va passer à notre cher Ephrem pour explorer la perspective donc des investisseurs internationaux. Ephrem, tu Oui, es toujours avec nous, vous oui. êtes toujours avec nous. Je ne sais plus si je dois tutoyer, vous voyez. Désolée hein, si je On vous peut se tutoyer. On appelle. peut se tutoyer avec. Voilà. On est en famille. Ok, super, on est en famille alors. Merci Ephrem. Alors, en tant qu'investisseur international, vous êtes souvent sollicité pour participer à des projets de PPP en Afrique. Quelles sont vos principales attentes et préoccupations lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets PPP sur le continent africain? Et comment est-ce que vous percevez les risques et les opportunités offertes donc par ces partenariats dans le contexte africain?
Merci Khadi. Merci, bonjour à tous. C'est une excellente question. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu la vision du secteur privé par rapport à ses partenariats publics-privés, ses contraintes et ses préoccupations, et puis ses opportunités aussi qu'on peut y voir. Il faut savoir que pour le privé, les partenariats publics-privés, ça reste quand même une équation assez complexe, même très complexe. D'accord? On sait pas, et ce, pas uniquement sur le continent africain. C'est des contrats qui, par nature, sont des contrats à longue durée. D'accord? On parle de 10, 15, 20 ans. C'est des contrats avec un partage de risque. Le privé n'aime pas le risque. Donc, c'est des contrats qui, par nature, sont déjà assez complexes. La spécificité du continent africain, c'est que c'est ce besoin d'infrastructure. La population est en constante évolution, quasi exponentielle. On parle en 2050, plus de 2 milliards d'habitants, 2 milliards et demi d'habitants sur le continent africain. Plus de la moitié, la majorité seront dans les zones urbaines. On a aussi des taux de croissance à 2 chiffres dans certains pays, des taux de croissance qui feraient pâlir certains pays européens. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de défis. Donc, il y a des besoins énormes qui doivent être résolus. Et les partenariats privés, ça permet aux structures publiques d'améliorer ou de créer, de renforcer leurs services publics avec la technologie, l'innovation et l'expérience du privé, et en échelonnant les coûts sur une longue durée. D'accord? Ça permet aussi, bien sûr, de contourner certaines contraintes budgétaires ou les problèmes de dette publique qu'on rencontre dans certains pays africains actuellement. Donc ça, c'est la partie pour l'État. Mais pour le privé, c'est extrêmement intéressant aussi. Même si c'est complexe, c'est extrêmement intéressant. On parle de contrats à longue durée, donc ça veut dire des revenus, un cash flow sur lequel on se projette sur 10, 15, 20 ans, voire parfois 30 ans, sur des grandes concessions, sur des grands projets. Donc ça, pour un privé, pouvoir se projeter avec des revenus à longue durée, c'est extrêmement important et c'est extrêmement attirant. Par ailleurs, on voit aussi bien au niveau on revient sur la dette publique, de plus en plus de marchés sont difficiles à obtenir en tant que marché public classique, de par la limitation de la dette. Donc, le PPP devient un outil incontournable pour pouvoir, sur le continent africain, réaliser des infrastructures et donc décrocher des contrats. Et par là même devenir un acteur incontournable dans le développement de l'État. Donc ça, c'est l'intérêt des PPP, c'est des outils de développement. Maintenant, les attentes. Le privé, pour qu'il puisse venir s'installer sereinement et développer un PPP qui est déjà par nature complexe, il faut avant tout, et Monsieur Camara le CDG Camara l'avait présenté aussi, un engagement politique fort de l'État. D'accord? Ce sont des projets qui vont aller sur 10, 15, 20 ans. C'est des projets qui doivent être pérennes et qui ne doivent pas être soumis à des changements ou alternances. C'est des projets qui doivent rassurer aussi le privé sur le fait que ces projets seront toujours des priorités et que le privé peut investir. Il faut aussi, bien sûr, un cadre législatif, fiscal, administratif qui soit attrayant. Mais pas seulement attrayant, il doit être très, très clair. Encore une fois, la durée de ces contrats fait qu'il y aura toujours des imprévus, mais au maximum, il faut les éviter. Donc, un cadre très clair. Vous savez, le privé, il faut lui dire quoi faire. Le privé, par nature, son but, c'est le profit. D'accord? Une société a comme vocation d'obtenir une marge bénéficiaire. D'accord? Sinon, elle n'avance pas. Sinon, elle se suicide. Le privé va toujours chercher à maximiser son profit. Pour ça, il faut l'encadrer. Donc, c'est important qu'on sache dès le départ où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va le réaliser. Encore une fois, comme c'est des projets et des contrats qui vont être très complexes, le privé va arriver avec des avocats chevronnés. Il faut absolument qu'on ait en face de nous une équipe dédiée et compétente. Et en ça, je salue l'UNAP au Sénégal et M. Lamine Lo parce que c'est une équipe vraiment qui permet d'avancer dans les programmes PPP. Il faut ce genre d'équipe dans beaucoup de pays et la répliquer dans d'autres pays de la sous-région, même sur le continent. Donc, c'est très important d'avoir cette équipe compétente. Et on revient aussi sur la préparation du PPP. Il faut savoir, si c'est des projets à paiement public, par exemple, si c'est basé sur la disponibilité d'un édifice, d'un lit d'hôpital, il faut bien le définir, exactement définir quel est le livrable fini, qu'il n'y ait pas de surprise. De la même manière, pour les paiements par les usagers, est-ce que l'usager sera à même, en fin de compte, de payer? Est-ce qu'on ne va pas faire un éléphant blanc où l'usager ne pourra pas payer? Si on fait des édifices qui, à la fin, seront très chers à l'utilisation pour l'usager, ce sera compliqué de les rendre rentables. Donc, il faut trouver une alliance dans la qualité des contrats qui soit win-win avec l'État, avec le privé, mais aussi à la fin avec les convergences et les attentes des citoyens. Donc ça,
c'est une partie importante. Mais pour le privé, la partie la plus importante, c'est le risque. Le privé, il va prendre beaucoup de risques. Il va par nature, dans ce projet, dans ce PPP, s'intégrer. Il y a les risques de performance, puisqu'il est payé selon sa performance. Il y aura le risque sur les paiements. Est-ce que l'usager pourra payer? Est-ce qu'il sera payé? Sur le financement, le coût de financement, sur les délais de réalisation, les risques politiques, les risques géopolitiques, etc. Donc, le privé va prendre beaucoup de risques. Et ce risque, il a un coût. Et sans ça, il faut absolument voir comment est-ce qu'on peut mitiguer le risque que va prendre le privé dans les PPP, surtout au niveau des financements. D'accord? Le risque, c'est la base. On veut transférer le risque. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de PPP. C'est un contrat de marché public. Donc, le privé doit prendre le risque. Mais il faut savoir que le privé, il n'est pas seul. Il va venir avec son financement. S'il vient avec une banque commerciale, par exemple, la banque commerciale, elle ne prendra jamais aucun risque ou elle ne financera jamais aucun projet dont elle ne pourra pas manager le risque. D'accord? Donc ça va, à la fin, ça va coûter cher. Plus c'est risqué, plus ça va coûter cher. La perception souvent du risque par ces banques commerciales, les banques que va amener le privé, elle est biaisée. D'accord? Donc il faut trouver une solution. Les solutions qui peuvent exister, c'est créer ce qu'on appelle des filets de sécurité, des safety nets, et différencier les paiements. D'accord? On a un paiement si on parle des PPP, un paiement public, un paiement qui sera basé sur la performance du privé, dans lequel on a cette partie de risque, et garder un deuxième paiement qui, lui, sera plutôt fixe et qui permettra de rassurer la banque sur le fait qu'il y aura toujours un revenu pour rembourser le prêt. Donc ça peut baisser, faire descendre un peu le risque et descendre le taux d'intérêt et aussi, bien évidemment, à la fin, le coût du projet. Pour nous, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il faut minimiser la perception de ce risque par les banques. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Et puis, en fin de compte, voilà, toujours garder à l'idée que le privé sera un partenaire. D'accord? Il faut le cadrer. Il faut l'encadrer. Il faut aussi, bien sûr, c'est important, prendre des partenaires privés qui vont jouer le jeu, pas des partenaires privés qui vont essayer de déguiser leur PPP en marché public, etc. Parce que ça, il faut accepter de prendre ce risque-là. Si on n'accepte pas de prendre ce risque-là, en tant que privé, on fait perdre du temps à tout le monde. Mais il faut que l'État accepte de rassurer et accepte de comprendre que ces perceptions du risque, à la fin, pour le privé, elle va coûter cher. Elle va coûter cher au privé, elle va coûter du temps en négociation, elle va coûter cher à l'usager. Donc, il faut aider dans un partenariat qui va être tripartite. C'est plus juste public-privé, c'est public, privé et usager. C'est une espèce d'entente sociale tripartite. Comment baisser ce risque pour la réussite de ces projets en PPP. Donc ça, c'est pour moi la partie la plus importante. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci bien, Ephrem, pour cette perspective purement secteur privé. Je pense que vous avez soulevé quand même des points cruciaux sur la manière dont les investisseurs évaluent le potentiel et les risques des projets PPP en Afrique, notamment en termes de sécurité juridique. Vous avez souligné un point important qui est l'importance de la négociation des contrats, le fait donc d'être outillé justement avec une expertise, avec des expertises dans divers domaines, ce qui nous conduit à une étape clé dans la structuration des PPP, le rôle des intermédiaires et des cabinets de conseil. Parce que c'est vrai qu'effectivement, au niveau du public, on peut avoir l'expertise en interne, mais il faut souvent faire appel à des cabinets conseils. Et donc, Lamine, on va donc vous donner la parole pour que vous puissiez, donc, en tant qu'intermédiaire et conseiller dans la structuration des projets PPP, donc vous avez une vue d'ensemble sur toutes les dynamiques entre le public et le privé, les bailleurs de fonds, les investisseurs. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux, Monsieur Lamine Lo, pour que les gouvernements et les entreprises en matière de structuration des PPP en Afrique? Et comment est-ce que votre rôle de cabinet conseil permet-il donc de trouver un équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes? Merci beaucoup, Ephrem. Merci. Lamine? Alors moi, je n'entends pas, je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends pas Lamine. Merci beaucoup. En Est-ce que vous attendant, m'entendez?
Ah, Ouais. c'est bon. Mais alors, Lamine, juste, si tu permets, tout à l'heure, j'avais demandé qu'on puisse faire une photo de famille avant que certains participants partent. Mais je pense que ça n'a pas été fait. Donc, je vais demander aux personnes connectées d'allumer leur caméra pour qu'on fasse cette photo. Comme ça permet à Lamine de structurer encore mieux ses idées, même si je sais qu'il a des atouts dans la tête. Et comme ça, on fait une petite pause photo. Voilà, super. Merci, Khalid. Euh, Lamine, ton équipe est en train de faire la capture d'écran, j'espère, hein? Écoute, ils sont normalement, l'équipe est connectée. Voilà, donc, Ok, super. que Martin, voilà, fera le nécessaire. Voilà, donc, quoi de nous dire stop, comme ça, cette demande de l'équipe est réglée. Et que je profite pour les remercier de passage pour avoir facilité et organisé cet événement. C'est sûr. On reviendra aux remerciements, ne t'inquiète pas. D'accord. Surtout, Ouais. d'accord, très bien. Donc, Alors, je pense on peut poursuivre, Lamine. Donc, la parole est à toi. merci beaucoup, Khadi. C'est tout un honneur, en tout cas, de partager ce panel. Et je tiens à retourner les mêmes remerciements, voilà, aux invités qui ont accepté vraiment de se joindre à nous pour partager euh, leur expérience, les retours d'expérience, leur expertise. Le marché en a besoin dans un contexte spécifique où nos pays doivent répondre à des besoins de plus en plus importants dans les PPP. Donc, un grand merci aux personnes, à leur nom propre et aux structures qu'elles représentent. Voilà, et je me permets juste de dire un mot pour le public par respect. Voilà, Mike est empêché et c'est Esther qui représente voilà, Mike aujourd'hui. Donc, et Esther, merci pour avoir accepté voilà, à la dernière minute voilà, de remplacer Mike, mais vous êtes de la même institution. C'est là où se fier à une institution, c'est très bien et c'est un élément fondamental dans les PPP. Permettez-moi également de dire juste un mot parce qu'on est sur Octobre Rose, voilà, notre engagement sur cette cause noble dans la lutte contre le cancer. Vraiment, c'est quelque chose que nous portons tous en tant que personnes et structures, nous sommes interpellés pour contribuer dedans. Voilà. Sur la question que vous m'avez posée, c'est un point essentiel. Voilà. Je voudrais peut-être, avant juste d'y rentrer, vu qu'on est pris par le temps, faire un petit rappel. Voilà. De mon point de vue, le PPP est un instrument de transfert de risque et sa vocation principale, c'est de contribuer à tirer profit de l'expertise du privé, notamment sa capacité d'innovation. Par conséquent, cet instrument devrait être en parfaite adéquation avec les enjeux de souveraineté d'un pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que le recours au PPP est d'usage partout dans le monde, y compris dans les pays développés. En Afrique, les fondamentaux qui justifient la pertinence des PPP sont évidents et la plupart des pays ont mis en place des cadres réglementaires pour avoir l'impact attendu des PPP. Mais nous sommes tous d'accord que ce résultat n'est pas encore là, mais ce n'est pas seulement dans les PPP, mais je pense que c'est l'investissement privé qui n'a pas encore donné suffisamment de résultats en Afrique. Mais dans le cas spécifique des PPP, le défi majeur tourne autour d'une bonne mise en œuvre des PPP. Et c'est en ce sens la question que vous posez de dire quels sont les enjeux de structuration entre la partie publique et le secteur privé qui sont en face. Je vais répondre en proposant de voir sous deux aspects. Premier, c'est si on est au niveau global. Du point de vue cadre réglementaire et
au niveau spécifique projet, on me signale que je dois peut-être approcher mon ordinateur, voilà, pour les auditeurs. Voilà. Du point de vue global, la réponse vraiment dépend des cadres en place. Mais après, il y a au niveau projet qui est là où se passe la structuration. La structuration devra prendre en compte qu'est-ce qui se passe sur l'environnement juridique du pays. Et les enjeux sont multiples. Voilà, et je ne vais pas prétendre pouvoir les lister ici, mais dans le rôle des cabinets comme les nôtres, et on pense vraiment à beaucoup de ces gens que j'ai vus dans la salle, que ce soit les cabinets juridiques ou les cabinets techniques ou les entités qui sont comme nous dans la partie structuration, PPP et financement. Voilà, il y a un enjeu majeur ou un défi que nous rencontrons assez souvent dans les projets. C'est le défi de la gestion du temps. Et je vais expliquer pourquoi défi ou enjeu de gestion du temps. Parce que les autres enjeux vont se retrouver autour de ce défi. Je vais donner un exemple. Les gouvernants, ou en tout cas la partie publique, est intéressée et préoccupée par avoir les meilleurs termes d'un projet, avec une relation contractuelle venant auprès d'une entité privée. Mais ce défi ou cet enjeu, il y répond à travers une compétition. Mais souvent, les contraintes de temps vont affecter la capacité des acteurs qui accompagnent à bien structurer le travail nécessaire qui doit garantir le succès d'une telle compétition. Donc, c'est un élément pour montrer que le défi ou enjeu de temps pour bien structurer le projet peut affecter le coût. Deuxième chose, c'est l'inadéquation pour attirer des sources de financement long terme. Assez souvent, et je pense que Esther en a parlé, les financements très long terme nécessitent plus de temps et sont plus complexes à préparer. Et ces financements, notamment dans le cas où c'est fait dans un mode project finance, apportent une validation des arrangements envisagés entre les parties. Par conséquent, le fait d'être face à un enjeu de temps affaiblit la possibilité d'attirer ces financements à long terme. Et c'est une préoccupation au moment où on est en train de structurer les projets, et je pense que les autorités peuvent adresser ce défi. Troisième élément, c'est la prise en compte des perspectives des différents acteurs. À la différence d'un marché public où l'autorité peut venir lancer sa commande sur la base de ses spécifications, dans un contrat de PPP, le défi, c'est un alignement d'intérêts dans le long terme. Et dans cet alignement d'intérêts, il est très important d'être dans la logique de l'ensemble des acteurs autour du projet et dans le projet. Donc, prendre les perspectives des différentes entités ou des différents acteurs, c'est un élément fondamental pour bien structurer un projet. Et souvent, le défi de temps ne permet pas, oui, le défi de temps ne permet pas de bien prendre en compte cet enjeu. Autre élément, ce sont les enjeux de développement durable qui doivent être pensés au moment de la structuration, et je pense que je ne vais pas y revenir. Esther et Mohamed Alassane en ont parlé. Voilà, mais je vais juste peut-être aller sur les enjeux de contenu local qui souvent sont source de beaucoup de discussions et soulèvent même l'intitulé du thème discuté ici. C'est la géographie du capital. La géographie du capital, c'est un sujet, mais de notre point de vue, ce n'est pas par opposition au PPP. C'est un point qui, normalement, doit être traité en amont dans le cadre réglementaire et traité de façon spécifique
sur mesure en fonction des projets dans une vision long terme. Le contenu local d'un pays à travers les PPP, comme je disais d'avance, le secteur privé apporte de l'expertise et de l'innovation. Et les pays ont besoin de transfert de technologie. Donc, un objectif de contenu local est très important et en particulier la géographie du capital, sa nationalité, sa composition, c'est des choses qu'un pays peut regarder et avoir une démarche en fonction des projets et de ses objectifs et du contexte du moment. Troisième élément, dernier élément, pardon, c'est les enjeux d'innovation. Et sur ces enjeux d'innovation, je voudrais faire un appel au secteur privé. Voilà, c'est là où le défi ou l'enjeu de temps pousse le secteur privé à ne pas optimiser les solutions et chercher juste à répéter des formes, des choses acquises ailleurs qui ne sont pas souvent adaptées en Afrique et se révèlent plus tard comme source de problèmes dans les projets. Il y a un point qui est spécifique aujourd'hui en Afrique, notamment sur le gap dans les infrastructures sociales. Il y a des secteurs où les PPP ont déjà donné du résultat, même si ces résultats ne sont pas encore assez élevés. Donc, on a envie de voir plus d'investissements privés. Mais nous pensons que dans les secteurs d'infrastructures sociaux, en Afrique, il y a un besoin d'attirer davantage de privés et ça nécessite de la structuration et de l'innovation et des acteurs comme nous avons des rôles majeurs à jouer, mais je peux citer dans la partie solution des approches programmatiques que les pays peuvent envisager et être dans une logique volume. Quand on est dans un objectif volume, voilà, on peut bien prendre du temps pour réaliser le premier projet, mais on devrait être dans une approche de pouvoir sélectionner plusieurs parties pour aller dans la suite répondre, réduire le déficit. Et je pense que beaucoup de pays sont aujourd'hui dans cette logique avec notamment le nouveau cadre des PPP dans l'espace UEMOA que nous avons noté. Et enfin, pour terminer sur ce point, je voudrais passer en revue sur la question d'équilibre des contrats. C'est un sujet simple à aborder parce qu'il dépend d'abord de ce que nous venons de discuter, ça veut dire que du cadre qui normalement doit garantir un certain nombre de protections dans la relation publique-privée, ça c'est un. Deuxièmement, c'est dans la mise en œuvre. Il y a un certain nombre de principes. Le principe fondamental, à mon avis, c'est s'assurer d'un alignement d'intérêts dans le long terme entre les parties. Cela impose une démarche par mesure de regarder selon le projet à quoi correspond cet alignement d'intérêts. Ça, c'est un. Et puis, dans un second temps, c'est l'allocation des risques optimale. Si cet exercice n'est pas bien fait, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Je vois que nous avons dans la salle Maître Adam Gueye, donc les cabinets d'avocats vont écrire ce que les parties ont convenu. Voilà. Mais si l'allocation, la répartition des missions et l'allocation des risques n'est pas optimale, voilà, il devient très difficile voilà, d'atteindre un objectif de contrat équilibré. Et puis, par l'expertise nécessaire, juridique cette fois-ci, pour rédiger le contrat avec les bonnes pratiques et les nuances nécessaires. Mais ça soulève assez souvent deux suggestions. Entre le débat, est-ce qu'il faut des standards de template ou il faut du sur-mesure? Pour moi, la réponse, ça dépend. Quand on est en train de faire pour la première fois, ou quand on n'a pas encore suffisamment de recul sur des projets pour les avoir testés, il faut être préparé à être très conservateur, et c'est ce que disait Ephraim, avoir plus de confort et venant de la puissance publique pour permettre le premier projet à se réaliser.
Et ça nécessite une approche sur mesure. Une fois qu'on a fait, qu'on a répété et qu'on a une bonne visibilité et l'historique des risques, on devrait normalement pouvoir aller vers la standardisation pour pouvoir aller très vite et répondre à ce défi de temps et pouvoir gagner en efficacité dans les projets qui vont être répétés. Et ça, vraiment, si vous allez dans le Middle East, leur modèle a montré que cette démarche permet de donner du résultat satisfaisant dans la plupart des pays. Voilà, souvent, dans la phase d'approche programmatique, ils prennent 3 ans pour faire sortir le premier concept et implémenter ce premier projet. Une fois après, quand on répète, ça se suit de façon naturelle. Dernier élément que je voudrais rajouter dans cette logique, si on est dans le défi de l'enjeu que j'avais indiqué, donc de gestion du temps, il faut aussi voir dans une approche sectorielle qu'est-ce qui est nécessaire d'adapter. Le confort que la puissance publique donne aux acteurs peut être différencié selon les secteurs et on peut aller à des moments où certains conforts peuvent être dans du domaine législatif, c'est-à-dire être dans les textes de loi ou décrets, et sortir du domaine contractuel. Comme si je donne le cas du Sénégal aujourd'hui, où par exemple, les gens passent beaucoup de temps dans le domaine de l'énergie à discuter une garantie souveraine, le pays aurait intérêt, la protection qui revient de la puissance de l'État central, d'avoir un cadre au niveau sectoriel pour l'encadrer et que les gens n'auront plus besoin d'y travailler projet par projet. Mais là, les juristes vont nous élucider, est-ce que ça leur donne la sûreté adéquate ou pas? Voilà des questions peut-être qui sont spécifiques selon l'environnement juridique du secteur, du pays et des bonnes pratiques des entités financières qui interviennent. Donc voilà en résumé quelques suggestions sur les 2 sujets évoqués en termes de structuration, mais surtout sur comment faire pour réussir l'équilibre des contrats. Et dans cet équilibre des contrats, bien entendu, il est usuel d'avoir des clauses de rendez-vous si c'est nécessaire. À titre pratique, ça a l'intérêt de permettre les parties, si les conditions sont objectives, de trouver le juste équilibre sur le défi de l'incertitude de prévenir demain et la nécessité de rentrer dans des contrats long terme pour pouvoir mieux réussir les projets de PPP. Mais en somme, le défi ou l'enjeu des PPP en face des sujets ou ambitions de souveraineté ne devrait pas être un problème si les acteurs concernés s'y prennent de façon adéquate avec l'expertise appropriée pour les accompagner. Et cela, bien entendu, interpelle les moyens financiers de préparer le projet qui demeure un enjeu central pour ces autorités dans la perspective publique. Donc voilà quelques ingrédients que je tenais à partager et je reste ouvert, bien entendu, sur les questions plus tard. Beaucoup d'ingrédients même, hein. Merci beaucoup Lamine, vraiment pour cette analyse très détaillée qui passe donc du rappel de la pertinence des PPP en Afrique, en passant par les différents défis pour une bonne mise en œuvre de ces contrats de partenariat, les différents enjeux que ce soit dans la structuration, le contenu local, l'innovation, etc. Je pense que c'est vraiment une analyse très détaillée qui illustre parfaitement le rôle donc des intermédiaires, des cabinets de conseil dans la mise en œuvre des PPP et qui souligne l'importance de garantir des négociations transparentes et équilibrées, qui a mis aussi en exergue cette question donc relative à la souveraineté. Ce qu'on va faire, c'est que après avoir entendu toutes ces différentes personnes publiques, de fonds, donc PTF, investisseurs privés et intermédiaires. Déjà, vous remercier tous les 4 pour la qualité et la richesse du contenu de vos interventions. Ouvrir la discussion pour que ce soit un peu interactif, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 20 minutes, pour qu'on puisse avoir un débat en donnant l'opportunité, je vais dire, à 5 participants de réagir suite à vos interventions. En fonction du temps, on prendra d'autres questions. Donc, on va laisser la latitude
personnes qui ont posé des questions de les poser elles-mêmes. Sinon, on va dire déjà les 5 premières questions qui apparaissent au niveau du chat. Donc, on va commencer par Madame Barrault, Fatoumata, et on va lui permettre donc de poser sa question. Madame Barrault? D'accord. Allô? Bonjour, vous Voilà. m'entendez? Merci, Madame Barrault. Très bien. Je vais vous Merci à demander de vous. poser votre question de manière très précise et circonscrite, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord, merci à vous et je remercie les panélistes pour cette opportunité. Pour ma question, il s'agit de savoir si vous pouvez revenir sur les clauses de devise, immunité de juridiction et le choix du droit applicable qui constituent des problématiques de souveraineté dans le cadre des contrats PPP. Merci. Très bien, je vous remercie. Alors, au niveau des panélistes, je vous laisse prendre le floor. Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question, s'il vous plaît. Ouais. Je peux en fait, Lamine? mais je préfère quand même, comme dans l'audience, j'ai vu que nous avons des avocats réputés. Voilà, peut-être Ah, si Maître Adam Gueye veut prendre la parole sur ce sujet. ah, Voilà. d'accord. Voilà. Donc, comme ça, D'accord, on très a bien. l'éclairage d'un expert. On n'est pas, c'est C'est ça le parfait. PPP. Il faut voilà, respecter l'expertise. Sinon, je vois aussi Majdi qui a levé la main. Voilà, mais si des J'ai juristes vu, peuvent Majdi répondre Yassine. à cette question. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Gay, si vous êtes donc parmi nous, est-ce que vous pouvez nous répondre à la question de Fatoumata? Moi, Sinon, je effectivement, suis voilà, là. il est Je ne là. sais pas si Merci, Monsieur Gay. vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Allez-y. Merci beaucoup. Merci encore, Lamine, pour cette opportunité que tu nous offres de discuter de ce sujet complexe et très intéressant, dans lequel nous sommes tous en apprentissage un peu. Pour répondre directement aux deux questions, c'est la question de la renonciation aux immunités. Bon, ça se comprend un peu parce que l'État est une puissance publique. Et dans une convention qui implique l'État, il y a un rapport de force qui est forcément déséquilibré. Et il est normal quelque part que les partis privés essaient de rééquilibrer un peu tout en respectant la prérogative de puissance publique, mais en faisant en sorte que ce ne soit pas trop abusif et trop déséquilibré. Parce que comme l'a dit Lamine, un PVP, c'est une question d'équilibre. Un des intervenants qui parlait pour le privé le dit aussi. Un privé, pour pouvoir s'engager dans une convention aussi longue, a besoin d'être quand même un peu rassuré. Et le PPP, comme beaucoup de contrats de financement de projets dans lesquels l'État est impliqué, suppose une certaine concession de l'État pour accepter que cette convention ne relève pas du droit administratif, ne relève pas du droit public, mais a un caractère plutôt commercial. C'est ce qui fait que l'État renonce aux immunités, mais pas à toutes les immunités, parce qu'il y a des immunités qui sont liées aux prérogatives de puissance publique. Les immunités relatives, par exemple, à certains biens qui sont consacrés au service public, les immunités relatives à la sauvegarde des finances publiques. Donc, il y a quand même une limite. L'immunité n'est jamais totale. Il y a une immunité, c'est assez encadré d'ailleurs dans les conventions de financement de projet. Les PTF acceptent très bien, souvent, la renonciation à l'immunité, mais en préservant l'immunité sur des questions relatives aux prérogatives de puissance publique. Le deuxième point sur le choix de la loi applicable, et puis il faut comprendre aussi pourquoi ce problème se pose. Il faut reconnaître et être objectif. Dans nos pays, la justice souvent est problématique, hein. Vous ne pouvez pas demander à un privé de prendre des engagements de très long terme et des financiers de s'engager aussi sur des projets très importants qui demandent la mobilisation d'énormes ressources sans envisager les modalités de règlement des problèmes. Alors, donc, il faut faire un choix. Et objectivement, aujourd'hui, dans nos pays, nous avons des problèmes avec notre justice. Ce qui fait que
il y a une crise de confiance. Je ne parle même pas des étrangers, même les citoyens de différents pays ont une crise de confiance avec la justice, a fortiori les étrangers qui viennent investir. C'est pour ça que souvent le choix de la loi, et puis la loi applicable dans certains pays, je ne dis pas tous les pays, le niveau de la loi, quelquefois, peut être problématique. Dans les pays de notre sous-région, par exemple, ouest, on a quand même l'avantage d'avoir adapté notre loi. On a une loi OHADA qui, quand même, du point de vue qualitatif, est une loi qui est très acceptable en termes de qualité, mais ce n'est pas le cas partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les conventions PPP, ou même pas seulement dans les conventions PPP, dans tous les financements de projets, les sponsors, les prêteurs ont tendance à privilégier la loi anglaise ou la loi française. Et ce qui l'explique davantage, c'est qu'en dehors de la loi applicable, il y a la question du règlement des différends. Parce que souvent, le règlement des différends, les parties, les parties des investisseurs ou les prêteurs préfèrent l'arbitrage. Parce que l'arbitrage présente des avantages en termes de rapidité, en termes de professionnalisme de ce qui rend les décisions. Et l'arbitrage, souvent, est rendu par rapport à une loi, la loi anglaise, par rapport à la loi française. Voilà un peu les raisons qui expliquent. Mais c'est une négociation. Mais dans les conditions actuelles, il est difficile d'imaginer que ces conventions de cette importance relèvent, soient gouvernées par les lois des différents pays. Parce que je peux comprendre aussi que les États cherchent un équilibre. Ce qu'il faut trouver comme équilibre, c'est que ce ne soit pas la loi du pays d'une des parties. C'est ce qui est acceptable en matière de convention. C'est une partie française, puis une partie sénégalaise. On dit on va prendre la loi anglaise. Ça, c'est quelque chose qui est concevable. Voilà ce que je peux répondre à ce stade, mais et donner les raisons qui expliquent, d'une part, la renonciation aux immunités, et d'autre part, le choix de la loi applicable et les modalités de règlement des différends. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gay, et merci en fait donc d'avoir pu réagir à cette question. Et je pense que vous avez effectivement vraiment très bien répondu à cette préoccupation. On a beaucoup de questions qui montent. Je vais donner la parole à Monsieur Mamadou Mboup pour permettre que ce soit interactif comme le souhaite Lamine, pour qu'il nous pose sa question. Alors, je vais vous demander vraiment d'être très concis et précis parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps et je vois beaucoup de questions très intéressantes. Mais je vous rassure, les questions on poursuivra l'échange et je pense que c'est d'ailleurs l'occasion pour la mine de mettre en place une plateforme qui nous permettra de rester tous en contact. Donc, Monsieur Mboup Mamadou, vous aviez une question, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour, Bonjour, allez-y. merci et je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce forum de nous avoir associés à ça. Et ma question, c'est juste revenir sur les marges de manœuvre que les puissances publiques ont lors de la négociation des financements. Du fait que, en général, Je ne vous la entends pas partie très qui bien, finance, hein, Mamadou. oui, c'est bon? Allô? Oui, Allô? si C'est vous mieux? pouviez parler un peu plus fort, allez-y. D'accord, merci. C'est mieux? Allez-y, allez-y. Je, je disais que je voudrais vraiment poser la question à savoir, est-ce que la puissance publique a réellement une marge de manœuvre lors de la négociation du financement? Du fait que les institutions de financement et les privés arrivent avec des conditions, est-ce que comment les États peuvent vraiment mettre en place des dispositions pour avoir la main, un peu plus de marge de manœuvre sur la négociation des financements des projets. Merci. D'accord. Très bien. Monsieur Mboup, Lamine, tu souhaites intervenir? En fait, tu Lamine, es sur mute. ton micro est fermé, Lamine.
Voilà, On tu es laisse sur à mute. Esther répondre à cette question. Voilà, mais je peux bien y répondre. Voilà. Ok, parce que je te voyais parler. Effectivement, j'allais demander à Esther si elle pouvait nous donner des éléments par rapport à la question de Monsieur Mboup. Esther? Merci, Monsieur Bouk, pour la question. Merci, Lamine, pour le renvoi. Alors, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, je suis désolée, Mais j'allais te la je renvoyer pense. de toute façon. D'accord. Alors, comment renforcer la capacité de négociation des gouvernements face aux opérateurs privés dans le cadre de contrats PPP? Ça fait partie d'un de nos objectifs, effectivement. Donc, c'est tout à fait une question pour moi. Alors, donc, l'objectif, je pense, c'est en termes de renforcement de capacité. Ce que j'ai, de mon expérience, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que il faut un équilibre. De toute façon, les PPP, c'est une question d'équilibre. Il faut un équilibre de chaque côté de la table. Il faut une expertise, peut-être pas égale, mais en tout cas similaire lorsqu'on discute. Bien sûr, on a dit tout à l'heure que l'opérateur privé, il est là pour maximiser sa rentabilité par rapport au risque qu'il a accepté de prendre. Et donc, il faudrait qu'en face, l'État aussi soit également équipé de l'expertise nécessaire pour pouvoir, ne serait-ce que savoir de quoi on parle lorsqu'on discute. Et il est indispensable que l'État soit accompagné d'experts dans les domaines principaux, donc ça a été déjà évoqué, par l'AMI notamment, au niveau juridique, au niveau technique, au niveau financier. Il faut des conseils expérimentés, donc qui ont vraiment la pratique des projets PPP. Et c'est vraiment, pour moi, la première condition pour que l'État puisse avoir cette capacité-là de discuter de façon équitable avec un opérateur privé. Il faut que l'État sache de quoi on parle. Et pour moi, il y a par exemple un certain nombre d'outils qui sont indispensables que l'État doit pouvoir utiliser, à commencer par le modèle financier de référence du projet. Donc, un modèle financier PPP est indispensable à toute discussion de l'État avec un opérateur privé dans le cadre d'un projet PPP. Pourquoi? Parce que c'est vraiment sur cette base-là que toute la structuration du projet va être faite. C'est sur cette base-là qu'on pourra vraiment savoir, quelle est, sur la base des flux qui sont projetés, quelle est la rentabilité en fait de ce projet-là pour l'opérateur privé, quels sont les engagements financiers que l'État va devoir prendre pour assurer la viabilité de ce projet. Est-ce que ce projet, de ce fait, justement, des engagements qui sont attendus de l'État pour assurer sa viabilité, est soutenable d'un point de vue budgétaire? Et vraiment, toute cette structuration-là va découler de cet outil-là. Donc, pour moi, c'est vraiment la première chose. Après, également, les aspects techniques, le conseil technique, il doit être capable de répondre, en fait, face à un opérateur privé qui a l'expertise, qui a l'expérience très avancée par rapport au gouvernement en question. C'est souvent le cas. Pas toujours, mais c'est souvent le cas dans le cas des projets PPP. On se retrouve avec des projets qui n'ont jamais été faits dans un pays donné, avec un opérateur privé qui a l'expérience voilà, de plusieurs dizaines d'années. Et bien sûr, il faut pouvoir équilibrer les choses avec l'aide d'une assistance technique appropriée pour le gouvernement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'expertise, la capacité de l'État qui va lui permettre de supporter de façon équitable cette discussion-là avec le privé. Voilà un peu ce que Parfait. je peux ajouter dessus. Merci. Merci, merci Esther pour cette réponse, Ali, c'est si je très peux clair. rajouter juste un mot. Ah oui, bien sûr, mais en fait, et juste après, on va donner la parole à Awadjas qui a une question pour vous, donc Mamoudou. En fait, je voudrais Allez-y. juste, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Esther, hein. C'est ce qui est normal, c'est le cadre sur lequel il faut que les États, en tout cas, se mettent pour arriver à bien préparer, structurer les projets et à les mettre en œuvre correctement. Mais ce qui arrive, la réalité, nous la connaissons, Lamine est témoin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autour de nous de l'expertise, et que l'État puisse prendre autour de lui des conseils. Mais malheureusement, la question du temps que Lamine a soulevé, elle est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement, c'est des politiques, ils veulent délivrer, ils veulent montrer aux populations qu'ils
qui vont faire des choses et dans des délais bien courts. Et cela ne permet pas de bien structurer les projets PPP. Et ce qui arrive que dans de tels contextes, c'est qu'on se retrouve avec des projets réalisés, mais dans un contexte totalement déséquilibré en défaveur des États. Et justement, pour pallier cela, il faudrait justement intégrer dans les contrats ces clauses de rendez-vous qui permettraient en un certain moment de rediscuter dans des moments beaucoup plus calmes de certains éléments du contrat pour essayer de faire profiter l'État justement de ces types de contrats. Je vous remercie. Merci DG. Awadjas, on va vous demander de... Enfin, je partage votre avis par rapport à la gestion de temps, autant vous que la mine. Awadjas, on va vous demander de poser votre question. Donc, je pense qu'elle elle est dédiée à Mamadou. Donc, Madame Dias, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. On l'a perdu? D'accord. Alors, je vais vous la lire. Elle disait qu'en fait, les structurations et phases de développement de PPP peuvent parfois être très longues, entre la structuration du projet, le lancement de l'appel d'offres et la réception effective des offres. Et elle demandait, selon vous, comment assurer la continuité dans le suivi des projets, par les parties publiques. Je le disais hein, au départ, et je pense que Ephraim l'a dit aussi, je pense que l'engagement politique doit aller au-delà d'un régime politique. Ça doit être quelque chose de bien défini dans les cadres PPP, de façon à éviter qu'à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, qu'il y ait justement un retournement de situation qui fait que le privé n'est pas confortable, en tout cas dans ce genre de situation-là. On a vécu ces situations-là parce qu'on a eu plusieurs alternances au Sénégal qui montrent quand même que le Sénégal reste un pays stable sur le plan de la mise en œuvre des projets. Même si, effectivement, il est arrivé que pour certains types de projets, on ait pu s'asseoir sur la table de façon tout à fait correcte avec nos partenaires pour justement rediscuter d'un certain nombre de clauses qui sont déjà prévues dans les contrats qui étaient là. Je parlais tout à l'heure de la clause de rendez-vous qui permettait à chaque fois aux différentes parties, suivant une périodicité bien donnée, de s'asseoir et de façon objective d'analyser les éléments du projet pour, en tout cas, rééquilibrer les contrats. La continuité dans un État pour permettre au secteur privé, dans le cadre de contrats PPP qui sont des contrats à long terme, doit être garantie dans les différents cadres PPP. Au Sénégal, je pense qu'on a réussi cela, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et ça, si on l'a réussi, c'est grâce justement à cette contribution des lamines et autres qui nous ont permis d'asseoir une certaine, en tout cas, flexibilité dans la mise en œuvre des projets, mais aussi permettre au privé d'avoir une certaine certitude et de la transparence dans la conduite des projets PPP. Merci beaucoup. Merci DG. On va passer la parole à Lima Moulay Touré, donc effectivement qui a demandé la parole depuis un certain moment. Il y avait également, je pense, Majdi Yassine et Saliou Marina mais qui ont rebaissé leurs mains. Donc Lima Moulay Touré, vous Oui, avez la parole. merci Khadi. Je m'appelle Lima Mhm. Moulakwe. Donc, d'abord, nous vous remercions de l'importance du sujet choisi, qui est aussi un sujet d'actualité. Bon, j'avais deux questions. Bon, la première, ça concerne, vu la configuration de nos économies africaines, la plupart des indicateurs sont souvent manipulés. Et même si vous suivez, par exemple, l'actualité du Sénégal, le Premier ministre a fait récemment une sortie dans ce sens. Donc, ma question est, dans ce cas, quel sera l'avenir d'un projet PPP qui est fondé sur des indicateurs qui sont biaisés? Ça, c'est la première question. La deuxième, par exemple, est-ce que la notion de souveraineté ne pouvait directement être réglée par rapport à la loi sur les PPP? Parce que
sur le décret de la loi sur les PPP, précisément à l'article 26, est prévu que 33% des actions qui doivent parvenir aux sociétés nationales. Si, par exemple, à la place des 33%, si, par exemple, on faisait 51% de l'actionnariat de la société du projet, qu'il soit revenir par exemple, aux sociétés nationales, c'est-à-dire en augmentant juste la part des actions de la société, des sociétés nationales sur la société du projet. Merci. D'accord, très bien. Merci, Lima Moulay. Je vais peut-être donner la parole à Ephrem, s'il peut essayer de donner des indications avec une perspective plutôt privée par rapport aux indicateurs manipulés. Et enfin, comment est-ce que vous le percevez? Et puis la deuxième question sur la loi PPP, d'ailleurs, je pense que la directive communautaire règle un peu cette question. On va demander à Lamine aussi de donner son point de vue donc, par rapport à cet article 26 et sur l'actionnariat, je pense, dans les SPV, si j'ai bien compris. Donc, Ephrem, on va te donner déjà la parole et puis ensuite Lamine. Merci Khadi. Alors tout d'abord, pour répondre à la question sur les indicateurs, ce n'est pas du tout le rôle du privé de décider de confirmer ou d'infirmer les indicateurs économiques qui sont donnés par un pays. C'est pareil pour la vie politique. Le privé est un observateur. Le privé n'a absolument pas vocation à interférer dans la politique économique, dans les indicateurs économiques, ni dans la vie politique du pays. Tout ce que cherche le privé, c'est la stabilité. D'accord? C'est pour pouvoir investir. On demande au privé de venir investir avec son argent, ses capitaux, sa main-d'œuvre, ses compétences, technologies et innovations dans un projet de développement, un projet d'infrastructure qui va permettre de développer les services aux citoyens. Donc, les indicateurs, ça, c'est une histoire peut-être après pour les banques, etc., mais ce n'est pas quelque chose qui inquiète le privé. Dans les contrats qui sont signés, qui sont négociés, il n'y a pas de notion d'indicateur économique biaisé, pas biaisé. D'accord? Donc, je pense que pour moi, je ne vois pas d'intérêt je comprends la question, mais je ne vois pas d'inflexion là-dessus. La question sur laquelle je reviens, c'est sur le contrat en lui-même. Un contrat qui n'est pas favorable, qui est défavorable à l'une ou l'autre des parties sera forcément dénoncé ou sera forcément instable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt non plus pour le privé à pousser pour des contrats qui sont entièrement défavorables, qui lui soient trop favorables. Une alternance politique, un contexte géopolitique différent peut amener à avoir à réviser ce contrat et c'est tout un investissement pour 10, 15 ou 20 ans qui va être remis en cause. Donc, on a un contrat gagnant-gagnant, c'est la clé, d'accord? C'est la clé pour réussir ces PPP. Donc, il ne faut pas voir le privé comme le privé va chercher à négocier, à maximiser. Et c'est pour ça que c'est difficile, je pense, d'avoir un modèle de contrat, puisque ces contrats sont toujours négociés. Donc, des fois, il y a des codes, il y a des codes de loi, il y a des procédures, mais le contrat en lui-même, il est difficilement transparent, puisque l'État ne va pas savoir, peut-être pas dévoiler jusqu'où il a pu négocier, et le privé ne va pas non plus vouloir dévoiler jusqu'où il a pu aller dans ces négociations. Il y a des conditions. Si on parle d'un premier projet pour une société, dans un pays donné, on est plus à même de faire des concessions pour un premier projet ou de minimiser la marge qu'on attend que dans un pays dans lequel on travaille déjà depuis 20 ou 30 ans. Et c'est pareil pour le public. Je pense que si le public veut créer une success stories de PPP dans son pays et attirer d'autres investisseurs, il va peut-être être plus malléable sur certaines clauses. Donc pour ça, je pense qu'il faut regarder au cas par cas et sur mesure, mais dans un cadre qui bien sûr respecte toute la souveraineté de l'État et respecte après le droit du privé à exercer son activité, à lui permettre d'avoir son confort pour pouvoir investir. Et voilà, donc je pense que c'est le PPP, dans tous les cas, ce n'est pas une panacée. Il ne faut pas le mettre forcément à toutes les sauces. Si on veut un projet très rapidement et à moindre coût, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Des fois, un contrat de marché public peut être la solution la plus rapide. Mais les avantages que va offrir le partenariat public-privé en fonction des contraintes budgétaires, en fonction des contraintes de dette, sera adapté et sur une longue durée à certains projets. Donc, il faut bien cibler dès le départ. Donc, vraiment, créer les success stories, ne pas se limiter
par des indicateurs économiques qui sont irrelevants pour nous en tant qu'opérateurs économiques et assurer des contrats équilibrés pour l'intérêt de toutes les parties et à la fin pour l'intérêt des usagers. Lamine, Ouais, sur la loi, sur l'article 26. Ouais, merci. Hein. Bon, je n'ai pas très bien saisi la question, mais si la préoccupation, c'est par rapport En fait, à la part nationale. peut-être qu'il peut reprendre, mais ce que moi j'ai compris, c'est vraiment qu'au niveau de la loi PPP, en fait, je pense qu'il y a un pourcentage qui est attribué. Oui? Je peux repréciser la question, c'est ça? Oh, ok, ben allez-y. D'accord, jusque sur l'article 26 du décret de la loi sur les PPP, il y a 33% des actions de la société de la société du projet doit revenir aux sociétés nationales. Je disais que, par exemple, la notion de souveraineté, est-ce que ça ne pourrait pas être réglé en augmentant juste cette part-là qui est dédiée aux sociétés nationales, en faisant, par exemple, 51% des actions qui reviennent aux sociétés nationales à la place de 33%. Ok, merci, c'est clair. Merci Momola. Ouais. En fait, Lamine, c'est la question des PPP réservés Okay. aux entreprises, Non. au niveau communautaire, aux entreprises communautaires. Et là, c'est dans le cadre national. Donc, Lamine? Ouais. Non, c'est dans mon interview tout à l'heure, j'ai indiqué la géographie du capital. Voilà, je n'ai pas voulu faire un point spécifique, que ce soit au Sénégal ou un autre pays. Mais le premier message, nous, c'est attention, en fait. La souveraineté n'est pas en opposition avec les parts de capitaux détenues par une entité locale ou une entité non locale. Parce que par principe, dans le contexte spécifique du Sénégal, qui a légiféré, je dis, la géographie du capital est gérée au niveau de la loi. Et la loi a fait de sorte qu'il faut d'abord que la société, une société de projet soit créée localement. Ça, c'est un. Que cette société de projet créée localement soit détenue en fonction des cas, minimum 33% par des entités qui répondent à des critères. Voilà, vous pouvez le qualifier de national, mais on parle de société locale dans le sens où il doit être présent. Voilà, il n'y a pas un critère de nationalité sur les conditions qui sont prévues dans la loi 2021. L'entité doit être présente au Sénégal au moins pendant une année. Autrement dit, le législateur vise une entité qui n'est pas opportuniste. Ça veut dire que c'est dans sa démarche stratégique, il est présent dans le pays. Et que l'entité emploie des locaux, voilà, de plus de 50% à tous les niveaux. Ça vise à avoir donc des locaux au niveau du management, du personnel à tous les niveaux. Si ces conditions sont remplies, voilà, il peut bien prétendre à ces 33%. Donc, il est qualifié de local au sens de la loi 2021. Et vous avez tout à fait raison, ce 33% peut être augmenté, mais par contre aussi, il peut être baissé. C'est en fonction de la capacité des entités qui répondent à ces critères d'être intéressés par les PPP. À la différence des marchés publics, et je termine sur ce point, le PPP, le profil de risque n'est pas la même chose. Ça veut dire que le privé qui vient, comme le disait Ephraim, doit investir et prendre le risque de projet que le projet lui rembourse. Alors que dans un marché public, en amont, le privé reçoit ce qu'on appelle une avance de démarrage. Voilà, c'est l'État qui lui paye immédiatement. Là, il faut avoir la capacité financière et la capacité technique et prendre le risque dans le long terme que le projet soit au niveau attendu pour rembourser l'investissement. Donc, en résumé, oui, la loi 2021 a laissé de la flexibilité de pouvoir augmenter ou de diminuer en fonction des cas selon le projet. Donc, c'est sur mesure. Et ça, c'est dans la phase de structuration et de préparation que dans ce qu'on appelle l'évaluation préalable, dans la stratégie de contenu local, l'autorité contractante va justifier qu'est-ce qui est nécessaire.
Voilà, si tu me permets, juste, je vois que tu as d'autres entités qui ont Non, levé la main. en fait, je vais donner il y aura une dernière intervention, celle de Majdi. Majdi Yassine qui avait levé la main depuis un moment, mais vraiment rassurer l'ensemble des personnes que les questions ont été recensées par l'équipe organisatrice de Zaman et que des réponses, si vous pouvez mettre vos emails pour que des réponses écrites puissent vous être envoyées par la suite, parce qu'on est un peu pris par le temps et qu'il est déjà 15 heures, enfin moi je suis là, 14 heures, 14h08. Donc, monsieur Yacine, vous avez la parole et ensuite on pourra donner la parole aux panélistes pour leur mot. Merci beaucoup, Khadid, c'est très aimable. Bonjour Lamine, comment ça va? Ça fait un moment. Euh, Ma question est plutôt une contribution. On parle beaucoup de la participation du secteur privé au Sénégal dans le cadre de ces PPP. Quid de la capacité de ce secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour participer à des projets d'envergure, puisque dernièrement, j'ai eu assisté à des projets d'envergure où le bouclage justement de ces levées de fonds n'ont pas été réussis. Donc ça nous échappe aussi. Mais ça ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais n'a pas les ressources. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources qui sont dans le secteur informel. Donc comment faire participer ce secteur informel dans les projets PPP, parce que ça peut être un levier complémentaire pour renforcer la capacitation du secteur privé national, surtout lorsqu'on parle de souveraineté. Et très souvent, on va chercher des fonds à l'extérieur qui nous coûtent en intérêt, qui créent des dérèglements au niveau de nos données macroéconomiques, notamment la balance des paiements ou les réserves en termes de devises et d'échanges au niveau de la BCEAO. Donc tout ça, ça a beaucoup d'impact. Donc il faut trouver des alternatives locales en termes de levée de fonds pour participer à ces PPP. L'autre aspect, ce qui serait intéressant, vous avez beaucoup de data. Est-ce que dans la data que vous avez, il n'y a pas un feedback que vous pouvez donner? Parce que l'appréhension que le secteur privé a de mettre des fonds sur des projets PPP, c'est parce qu'il n'a pas une visibilité des PPP qui ont été en échec ou réussis. Donc, ce serait bien de dire quels étaient les PPP qui ont été en échec et pourquoi, et quels sont les PPP qui sont en mode succès, et quels sont les TRI que les gens ont pu réussir à avoir sur ces investissements-là. Parce qu'après tout, on a très peu la culture financière dans le pays, et ça permet aussi de vulgariser davantage la culture financière et l'inclusion financière, même à ce niveau-là. Et enfin, pour revenir à un autre sujet, qui est la notion de risque. On parle beaucoup de la notion de risque comme elle nous l'est servie dans le pays et venue par les bailleurs de fonds en général multilatéraux et bilatéraux et étrangers. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est notre écosystème PPP. L'écosystème PPP, c'est d'avoir des risques crédits locaux, etc. Tout un écosystème, parce que vous avez parlé des juristes, des avocats qui commencent à s'intéresser et qui deviennent des spécialistes dans la question, des techniciens aussi. Mais un grand levier aussi, c'est l'assurance crédit qui permet de contenir ces niveaux de risque parce qu'il peut avoir une grille de lecture et un scoring du risque pays ou des autres risques beaucoup plus adapté à l'environnement local. Ce qu'un partenaire qui va faire l'analyse du risque à l'extérieur ne pourra pas décrypter. Nous, par exemple, on va dire que les incidences qu'il y a eu, enfin, entre guillemets, les tensions qu'il y a eu pendant les élections présidentielles, on aurait peut-être eu des analystes qui auraient réconforté les gens et évité de faire une levée sur les taux de crédit qui ont été circonscrits dans la période. Notamment, on dit que les données macroéconomiques sont fausses. On va voir ce qu'il va en être et forcément la baisse d'une notation souveraine entraîne à la hausse les taux. Est-ce que ces agences de notation aussi sont très bien outillées pour analyser nos données macroéconomiques en intégrant dans le panier d'évaluation des éléments de critères qui, eux, n'arrivent pas à quantifier? Voilà, c'était juste une contribution. Merci beaucoup, Majdi, pour cette contribution très intéressante. Et merci à chacune des personnes qui ont bien voulu intervenir. Je vais repasser la parole en une minute à chacun de nos intervenants, donc experts, nos panélistes. On va commencer par la femme. Donc Esther, un mot pour la fin, s'il vous plaît.
qu'on a perdu Esther. Et Esther, Khady, ton micro. Oui? Khady, si tu permets quand même, avant d'aller sur le mot sur la fin, je voudrais juste 2 minutes pour rajouter sur ces points, parce que c'est un sujet important, à la fois de contexte et d'actualité, et en tant qu'expert, je ne voudrais pas laisser une confusion. Voilà. Dans le contexte spécifique, si tu permets, Non, non, vas-y. vraiment, J'allais te dire que dans ton mot de la fin, tu aurais pu recadrer, hein? Mais étant donné que Esther n'est visiblement pas présente, ou en tout cas pour le moment, on va te laisser intervenir sur la question, mais en même temps, tu fais ton mot de la fin, Lamine. Tu es organisateur, mais j'attends le bon. mot de la fin dans ce cas, parce que comme tu avais dit 1 minute, voilà. Voilà, c'est ça. Ok, donc Esther, tu as la parole. Merci Kadi, merci Lamine. Alors moi, je pense que je ne sais quoi dire à part qu'il faudrait une deuxième session pour continuer les discussions. Encore une fois, qui sont toujours enrichissantes pour chacune des parties. Merci d'avoir fait asseoir vraiment toutes les catégories de parties prenantes au PPP autour de cette table pour avoir les différents points de vue. Et je pense que, encore une fois, la discussion est vraiment à suivre. Il y a encore, je vois des questions passées qui, pour moi, en fait, mériteraient tout à fait qu'on reste encore une bonne heure. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. En tout cas, de mon côté, moi, je suis toujours disposée. Je pense que Lamine, tu l'as compris, à échanger dans ce type vraiment d'environnement. Et voilà, je suis à la disposition. S'il y a des questions pour moi, je pourrais également répondre par email. Et encore une fois, merci à toi, merci à Lamine et merci à tous les autres panélistes et aux auditeurs. Merci beaucoup. Merci Esther. Effectivement, je l'ai dit au départ, à l'entame, hein, c'est que c'est un sujet tellement passionnant qu'on a vraiment beaucoup de questions très intéressantes. Et je pense qu'on fera l'effort de répondre, comme je l'ai dit, à toutes les questions donc par écrit. Je vais maintenant donner la parole à Ephrem pour qu'il nous donne son mot de la fin. Et merci encore Esther. Merci Khady, mais je suis entièrement d'accord avec Esther. Je pense qu'il faudrait une deuxième, voire même une troisième 2 session. heures. Oui, c'était assez intéressant. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont extrêmement pertinentes et c'est dommage qu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde ou de rentrer dans le vif du sujet, mais en plus dans le vif, mais je pense on pourra planifier ça. En tout cas, je suis disponible pour une deuxième, troisième session, avec plaisir. Moi, le mot de la fin, c'est juste pour revenir sur le sujet de la souveraineté. Je pense que c'est un des sujets qui était dans l'intitulé aussi de ce webinaire. À partir du moment où les partenariats publics-privés sont win-win, c'est-à-dire qu'ils sont gagnants-gagnants, qui sont bien étudiés, qui permettent de rassurer les deux parties. À ce moment-là, la souveraineté, c'est plus une issue, c'est pas un souci. Parce que dans tous les cas, l'État reste le seul responsable devant les citoyens pour la provision des services publics ou pour l'édifice public. Ça reste le seul propriétaire des édifices. L'État, c'est lui qui va choisir à la fin l'opérateur privé. D'accord? Donc, il faut aussi bien choisir l'opérateur privé. Il faut savoir trouver l'opérateur qui sera à même de prendre ce risque et dès le départ, qui le dira, pas qui va faire perdre de temps ni à l'État, ni aux usagers, ni à personne. Et surtout, assurer vraiment un transfert de compétences. Si on assure un transfert de compétences et en plus une clause d'emploi local et de sous-traitance nationale, avec de partenariat des compagnies nationales, on arrive à avoir ce package qui permet de garder la souveraineté dans le cadre du projet. Et dans tous les cas, l'État maintient toujours un contrôle grâce au paiement du PPP selon la performance, selon la réalisation du projet. Donc le privé, c'est un partenaire, il faut l'encadrer, il faut bien lui dire comment le faire et le privé est partant. Il faut l'aider à mitiger ce risque du financement, trouver des solutions innovantes. Là, c'est important d'avoir l'aide des DFIs, des institutions de financement, des partenaires au développement, des fonds souverains pour nous aider à minimiser ce risque et à descendre donc, le coût du financement et à trouver une solution qui soit vraiment win-win pour tout le monde. Voilà, c'est créer ces success stories et avec des partenariats qui soient win-win. C'est mon mot de la fin et je pense qu'on peut y arriver. Merci Ephrem. Lamine, vraiment, tout le monde demande une deuxième session, donc je sens qu'on va refaire une autre session de PPP for All et que la troisième édition, en fait, il y aura donc les mêmes panélistes et puis s'il vous plaît, avec la même modératrice, hein, bien sûr.
Donc, DG, on va vous donner la parole donc, à Mamadou pour que vous puissiez nous faire votre mot de fin. Et encore une fois de plus, merci, Ephraim. Merci beaucoup, Khady. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. Je suis aussi demandeur de cette deuxième session, ou troisième. Et Lamine sait très bien que c'est un sujet qui nous passionne. Mais je retiendrai deux choses, hein, que d'abord, comme l'a dit Ephraim, les PPC ne sont pas une panacée. Je pense que dans le domaine des infrastructures, on a vu que dans le contexte actuel où il y a des tensions budgétaires, où la dette est extrêmement élevée, faire des infrastructures PPP demande beaucoup de trafic, en tout cas pour les routes. Et le constat qu'aujourd'hui, pour les sections de route que nous avons, et pour la plupart dans la région, c'est que le niveau de trafic ne permet pas, s'il n'y a pas une subvention d'investissement importante des États, ne permettrait pas cela. Je tenais quand même à le dire parce qu'on a tendance à dire, oui, allons-y vers les PP pour les infrastructures. Et quand on parle de subvention d'investissement, c'est l'endettement. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. L'autre point que je voudrais rajouter, c'est que la souveraineté ne se décrète pas. C'est notre capacité de production qui nous permettra de garantir justement cette souveraineté. Et la capacité aussi des États et des entreprises locales à trouver des financements, à avoir des partenaires étrangers capables de les, en tout cas, embarquer dans ce type de contrat. Sinon je suis très content de participer à cette session et remercie l'ensemble des participants et des panélistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou, et merci aussi vraiment à tous les trois d'avoir pris de votre temps pour être là. C'est vraiment, on en est vraiment ravis et je pense que Lamine, à qui on va laisser le dernier mot de la fin pour les panélistes, va sûrement nous annoncer la bonne nouvelle de la 3e édition de PPP for All représentant la 2e session avec les mêmes panélistes. Lamine, tu as la parole. Donc en même temps, tu peux en profiter pour recadrer sur la question tout à l'heure. Merci Khady. Sur la demande hein, par rapport à une autre session, c'est vraiment le concept PPP for All est en ligne avec cela. La question qu'avait Aïcha qui dirige ça et l'équipe, c'était de savoir dans quelle cadence. Moi, pour des raisons purement dans une logique privée et usage du temps, j'avais dit par trimestre. Voilà. Donc, on va voir avec les invités s'ils sont disponibles. Est-ce que c'est dans un mois ou dans 2 mois pour être dans le même thème, mais venir juste être sur question-réponse. Voilà. Donc, vraiment, comme ça, on peut écouter et interagir vraiment directement pour répondre aux attentes ou aux préoccupations des uns et des autres. Mais oui, je suis entièrement en phase voilà, avec le fait qu'il y en aura un prochain, voilà, mais qui sera sur le même thème, avec les mêmes panélistes, voilà, et ça sera fixé en fonction de notre disponibilité pour continuer les échanges. Ça, c'est tout. Maintenant, avant de venir sur mon mot de la fin, et la modératrice m'a permis bien sûr ça, c'est pour ces raisons que je voulais avoir le droit. Il y a 2 points que j'aimerais souligner. Voilà. Premier, c'est par rapport à la question sur les données biaisées ou pas biaisées. Je réponds dans le contexte des PPP. Je dis le mérite des PPP, c'est d'être dans une analyse profonde de due diligence, et c'est là où je dis c'est un élément de temps. Les banquiers, les acteurs qui arrivent prennent tout un temps pour apprécier la situation d'un pays. Ils se font leur propre opinion de cette situation. Mais cette analyse, c'est dans une logique historique. Ça permet de dire est-ce que je viens ou je ne viens pas. Au moment maintenant d'être dans le contrat ou dans la relation, on est plutôt dans des projections futures. Et ces projections futures, au moment de les apprécier pour prendre le risque, je peux vous dire que les gens l'apprécient en étant dans ce qu'on appelle le worst case scénario. Et c'est là le rôle des gens qui vous conseillent ou qui accompagnent. Je donne un exemple concret.
quelqu'un qui intervient très en amont dans la structuration d'un projet avec risque de trafic, le défi qu'il a, c'est très en amont de pouvoir dire quelle est la situation worst case du trafic pour se faire une opinion sur l'avenir. Donc, le fait que la situation soit moins bon ou plus bon, normalement dans un PPP ne devrait pas, si le travail est fait correctement, impacter parce que le concept de project finance, on banque sur la base d'un scénario très dégradé, voire combiné de worst case scénario. Ça, c'est juste pour éclairer les acteurs, pour dire que cela, de mon point de vue, ne devrait pas impacter les projets de PPP. Et l'exemple que je peux donner, dans les crises qu'on a eues dans les marchés financiers, que ce soit voilà, en 2008 ou bien même après, souvent le marché des partenariats publics-privés ou du project finance, c'est le marché des contrats à long terme, c'est ce marché qui est souvent moins affecté. Voilà, parce que ce n'est pas un marché fondé sur la notation d'une entité sur la base de l'historique, c'est plutôt une analyse sur les fondamentaux, mais avec des scénarios dégradés qui permettent vraiment de résister dans tous les cas. Voilà, ça c'est un. Deuxième éclairage, c'est par rapport à la question des leviers ou des marges de manœuvre des autorités sur la négociation. Deux points à retenir. Il y a ce qu'on appelle la dynamique de négociation. Ça, c'est par période, par moment, par contexte. Selon la dynamique de négociation, il y a quelqu'un qui est demandeur, il y a quelqu'un qui est acheteur. Et ça affaiblit la relation entre les... Ça détermine la relation entre... Merci. Ouais. Donc, je dis, en dehors de la dynamique de négo, il y a 4 points ou 5 qui sont essentiels dans la marge de manœuvre des négociations des contrats, en plus de ce que Esther a indiqué, qui dépend de l'expertise, bien sûr. Le premier, c'est le cadre réglementaire. Les textes et les lois d'un pays s'appliquent à tout le monde. Mais de la même façon que les textes et lois d'un pays s'appliquent à tout le monde, les politiques, ce qu'on appelle politiques, les textes qui régissent les banques de gouvernance s'appliquent à tout le monde. Les banques, les institutions de financement ont des textes qui les gouvernent. Et puis après, arrivent ces deux, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il faut les connaître et se conformer. Savoir que telle entité, voilà des règles, il n'a pas de marge de manœuvre. Là où c'est sujet à discussion, c'est la partie pratique, la partie des expériences qui ont échoué et les spécificités du projet. Voilà en résumé ce que je voulais rajouter sur ce sujet. Et je termine avec mon mot de fin avant de repasser la modératrice. Un grand remerciement à l'ensemble des participants. On est plus de 80 personnes quand même qui sont connectées. Ça, vraiment un grand merci aux personnes qui ont accepté d'être là et à nous rejoindre. Pratiquement 150 ou plus avaient confirmé. C'est rassurant que les gens sont intéressés et beaucoup ont demandé d'avoir la vidéo. Après, Abdoulaye et Martin, le support info, aidez-nous à partager ça. Puis je remercie les panélistes et notre modératrice, voilà, vraiment pour avoir poussé à avoir une discussion interactive et ouverte. Et moi, sur mon mot donc, de fin, je voudrais indiquer le fait que, de mon point de vue, voilà, le PPP reste un instrument de souveraineté. Et ça, dans le prochain panel, je pourrais développer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, le temps ne permet pas. Mais sur les principes, c'est vision long terme, meilleur rapport qualité-prix, objectif de performance, objectif de contenu local. On pourra en parler au prochain. Pourquoi? C'est un instrument de souveraineté. Et sur le sujet de la géographie du capital ou bien de levée du financement local, c'est des sujets que nous pourrons discuter à l'aise quand on aura l'occasion vraiment d'aller en profondeur sur les questions lors de la prochaine session. Donc, Hadi, je te redonne la parole. Merci à toute l'équipe qui a aidé à l'organisation, vraiment au niveau de l'équipe Impact. Et donc, merci aux structures qui nous ont répondu. Et un grand merci à notre modératrice. Donc, je te redonne la parole.
Merci à tous. Nous arrivons donc à la fin de ce panel qui a été vraiment riche en idées, en échanges, même s'il n'est pas complètement terminé. On remercie Lamine pour cette ouverture qu'il fait dans la perspective donc d'une prochaine session. Mais comme je vous l'avais annoncé, on pourra, que ce soit moi ou l'un des intervenants, Esther, Ephraim ou Mamoudou ou même donc Lamine, répondre à vos questions par écrit et vous les envoyer par email. Vraiment, je tiens à remercier chaleureusement Lamine pour l'opportunité qu'il m'a fait donc de modérer ce panel qui était vraiment très intéressant. Vous remercier chacun d'entre vous, d'abord les intervenants pour la qualité de leurs contributions, leurs éclairages sur le sujet qui est, on l'a compris, très complexe mais très passionnant. Donc les PPP en Afrique, mais également donc les personnes connectées qui ont pu effectivement poser des questions très importantes, très intéressantes, qui nous ont permis d'approfondir le sujet. On a vraiment eu l'occasion de passer en revue les perspectives diverses et complémentaires, les défis rencontrés par les gouvernements dans la mise en œuvre des projets, les attentes des bailleurs de fonds, donc des PTF, qui rappellent l'importance d'une structuration solide et d'un impact réel sur le développement, les préoccupations des investisseurs privés qui cherchent des garanties, un cadre favorable pour se permettre donc de s'engager durablement. Et puis le rôle crucial des cabinets conseils, des intermédiaires qui veillent à la transparence et à l'équilibre plutôt, excusez-moi, des intérêts. C'est un débat qui nous a permis de constater que les PPP sont à la fois une opportunité et un défi pour l'Afrique. Donc, c'est un levier important pour accélérer le développement économique, on l'a constaté, dans des secteurs clés comme l'infrastructure, l'énergie, même l'eau, on l'a vu. Mais de l'autre côté, il y a des questions légitimes qui sont soulevées sur la préservation de la souveraineté des États africains et sur la répartition donc des bénéfices de ces projets. Il est maintenant clair pour nous que pour réussir, les PPP doivent être mieux structurés. On a dit mieux structurés, bien préparés, préparation, 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 avec une répartition plus équilibrée des risques et des bénéfices entre le public, le privé et les populations locales. Et que cela donc exige une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes, ainsi qu'une vigilance particulière de la part de nos États pour négocier des partenariats justes et durables, et toujours avec l'appui de ces cabinets qui ont l'expertise à apporter, tant sur le volet juridique, économique, financier. Je conclurai en disant que l'avenir des PPP en Afrique est prometteur. Je pense que l'un d'entre vous a évoqué et souligné, c'était Lamine, la pertinence des PPP en Afrique est évident. Il est crucial de s'assurer qu'ils servent les intérêts de nos États et de nos populations. Le développement, donc, ne peut se faire au détriment de la souveraineté, mais vraiment avec les différentes parties prenantes. Encore une fois, merci à tous, chers intervenants, chers participants. Un grand merci à l'équipe de Zaman Capital et en particulier à Abdoulaye Ba, avec qui j'échange pour la coordination de ce webinaire. Les échanges étaient vraiment très interactifs et intéressants, enrichissants. Moi, vraiment, j'encourage à poursuivre la réflexion au-delà du panel, au-delà des réponses qui vont être envoyées, au-delà de la session qui va être réalisée. Comme je l'ai dit, Lamine, vraiment, je vous invite à réfléchir à comment mettre en place une plateforme interactive qui va nous permettre de continuer à réfléchir sur cette question importante qui est un pilier essentiel du développement de notre continent. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Lamine, je te réitère toute ma disponibilité, mon engagement pour les différents produits de Zaman Capital, notamment PPP for All. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente suite de journée. Merci. Merci, Kadi. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Esther. Merci, à très bientôt. Merci DG, merci Mamoudou, Allez, au revoir. merci Ephraim. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Bye. Merci.